Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'initier cette deuxième formation. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a veillé à la réussite de ces cours et à leur tête, Dr Mervet. Euh, donc, on m'a confié aujourd'hui de faire un petit rappel sur les modes et intervalles de stimulation afin d'initier cette formation sur l'advancing pacing. Donc, on va voir que la compréhension de ces intervalles et ces modes est primordiale pour la gestion des malades avec CRT ou défibrillateurs et même une nouvelle technique de stimulation, à savoir la stimulation de la région de la branche gauche. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on attend d'un pacemaker? D'un pacemaker. On attend qu'il détecte bien les ondes de P au niveau du canal auriculaire et notamment les QRS intrinsèques au niveau du canal ventriculaire et qu'il stimule efficacement le myocarde pour engendrer une dépolarisation efficace en cas de non-détection du signal par le canal correspondant. Donc, chaque stimulateur a des filtres particuliers permettant la détection des signaux intracardiaques. Donc, l'amplitude du signal qui est détectée par le système de stimulation est exprimée en millivolts, contrairement à la stimulation cardiaque qui est exprimée en volts. Ce signal EGM, a en plus du voltage, le slow rate au point de détection, qui correspond au rapport de l'amplitude efficace sur le temps. Le signal, le signal doit avoir un slow rate en général supérieur à 1 millivolt par milliseconde dans le ventricule et 0,5 dans l'oreillette. Enfin, un spectre de fréquence exprimé en Hertz. Un stimulateur donc amplifie les signaux entrants compris entre 10 Hertz et 70 Hertz et qui correspond aux signaux de dépolarisation cardiaque. Les autres signaux situés au-delà ou au-delà de cette zone sont filtrés et sont donc rendus moins détectables par le système. C'est l'exemple des ondes T ou de myopotentiel que le pacemaker ne doit pas voir pour ne pas qu'il inhibe la stimulation. Donc, la détection de ce signal intracardiaque, on la fait toujours en mode bipolaire, sauf dans des rares exceptions. En effet, les artefacts engendrés par la contraction du muscle pectoral en détection unipolaire peuvent inhiber la stimulation. Ce mode donc peut être exceptionnellement utilisé en cas d'anomalie d'une sonde ou dont la détection bipolaire dysfonctionne. Donc, juste le temps qu'on change qu'on remplace le matériel. Mais en général, tous les pacemakers, on les programme en mode bipolaire pour éviter cette surdétection des signaux extracardiaques ou des stimulations externes. Donc, la stimulation ventriculaire, elle est définie par un seuil qui correspond à la plus petite impulsion délivrée en dehors de toute période réfractaire et qui est capable d'engendrer la propagation d'une dépolarisation. Donc, cette stimulation, elle peut être mesurée en tension. Généralement, on va choisir comment on va la mesurer. Donc, on va choisir une tension, par exemple, à 5 volts. On va baisser la tension tout simplement 5, 4, 3, jusqu'à ce qu'on perd la stimulation. Et c'est là qu'on a le seuil de stimulation. Donc, pour avoir une bonne stimulation, donc on doit stimuler sur une petite surface, donc pour focaliser toute l'énergie de stimulation. Donc, avoir un seuil plus bas et augmenter l'impédance entre le cœur et la sonde et d'avoir une stimulation efficace, une dépolarisation efficace. Il y aura donc en contrepartie une diminution de la surface de détection et quelques pertes par polarisation qui sont négligeables. Donc là, avec les nouveaux stimulateurs, donc on a les sondes, nouvelles sondes qui sont poreuses, donc qui permettent de minimiser la surface de stimulation tout en maximisant en maximisant la surface de détection, pour pallier à tous ces problèmes. Donc, cette stimulation, elle est caractérisée aussi par une polarité. Et cette polarité, elle peut être programmée soit en unipolaire, soit en bipolaire. Donc, les deux modes sont possibles, ont chacun leurs avantages et inconvénients. La stimulation bipolaire, elle est préférée car elle diminue le risque d'écoute croisée et évite les stimulations pectorales. L'exemple de stimulation unipolaire, c'est les ECG avec des grands spikes. C'est comme ça qu'on peut savoir si on est dans une stimulation unipolaire ou bipolaire. Si on a une stimulation unipolaire, on aura dans le CG de grands spikes. Si on a une stimulation unipolaire, on a des petits spikes, même invisibles. On arrive en mode de stimulation.
Donc, une approche combinée entre les sociétés américaines et les sociétés anglaises de simulation, ils ont permis de définir un code international qu'on doit utiliser pour classer les différents modes de stimulation. Donc, ces différents modes de stimulation, ils sont qualifiés par un code, donc avec quatre lettres, généralement quatre lettres, généralement trois lettres, mais on peut ajouter la quatrième et la cinquième. Donc, la première lettre, c'est la cavité stimulée. Donc, si on stimule au niveau de l'oreillette, la première lettre va être un A. Et si on stimule au niveau ventriculaire, ça sera un V. Si on stimule dans les deux chambres, ça sera un D. Donc, euh, sinon, la deuxième lettre, c'est les cavités où on détecte les signaux intracardiaques. Si on a un A, c'est le même raisonnement. Si on a un A, c'est qu'on détecte juste dans l'oreillette. Si on a un V, c'est qu'on détecte juste au niveau du canal ventriculaire. Si on a un D, c'est qu'on détecte au niveau des deux chambres. Euh, pour la troisième lettre, il indique le mode de fonctionnement du pacemaker en général. Donc, soit on a un I, soit on a un T, soit on a un D, soit on a un O. Un I, ça veut dire que si on a un signal électrique perçu, un signal endocavitaire perçu, on aura, euh, on aura une inhibition de la stimulation par le pacemaker, une stimulation qui sera inefficace en tout cas. Donc, si on a un signal détecté, le pacemaker doit inhiber la stimulation. Pour le T, c'est trigger. Ça veut dire qu'une oreillette détectée au niveau du canal auriculaire, le ventricule doit la suivre. Pourquoi la suivre? Pour assurer une bonne synchronisation auricule-ventriculaire. La lettre D, ça veut dire qu'il va avoir les deux fonctions, I et T. Ça veut dire qu'il va inhiber en cas de détection d'un signal au niveau du canal et il va suivre, il va synchroniser l'oreillette au ventricule. Ça veut dire, donc, le mode D, c'est le mode le plus synchrone possible. Une quatrième lettre qui indique l'asservissement de fréquence. Donc, si on a un asservissement de fréquence, on va avoir une R à la fin de ces trois lettres. Si on n'a pas d'asservissement, on n'aura rien. Donc, il y a une cinquième lettre qu'on peut ajouter pour les pacemakers triple chambre, par exemple. On a des sondes avec multiples pôles. On peut avoir une stimulation multicyste. C'est surtout pour les pacemakers triple chambre. Donc, euh, on distingue des modes de simple chambre et des modes double chambre. Donc, les différents modes de stimulation, ils imposent des bases de temps différents qu'on va détailler. Donc, les modes de simple chambre sont généralement au niveau de l'oreillette, c'est le mode AOO, c'est un mode asynchrone, AAI ou AAT. Au niveau ventriculaire, c'est généralement le VOO, VVI, VVT qu'on va détailler. Donc, un simulateur monochambre, il est simple. Il fonctionne sur une base de temps relativement simple par rapport à un simulateur double chambre. Et tout dépend de deux paramètres, la fréquence minimale de stimulation et les périodes réfractaires, absolues et relatives. Donc là, la première chose, c'est le lower rate interval. Donc c'est le plus long intervalle entre un événement ventriculaire stimulé ou détecté et la stimulation ventriculaire suivante. Donc sans détection entre les deux. Si on a une détection entre ces deux, on aura une stimulation, on aura une inhibition de la stimulation et on va recalculer, le pacemaker va recalculer ce lower rate interval jusqu'à ce qu'il n'y a pas encore, s'il n'y a pas de signal détecté encore dans ce lower rate interval, il va encore stimuler à la fin de cet intervalle. Pour les périodes réfractaires, ce sont des intervalles de temps qui surviennent après une stimulation et une détection. Donc, chaque signal qui est détecté durant ces périodes réfractaires, il n'est pas pris en compte pour le fonctionnement du stimulateur. Donc, il est constitué d'une période réfractaire absolue et d'une période réfractaire relative. Donc là, toutes les périodes réfractaires donc, débutent avec une période réfractaire absolue. Donc là, par exemple, ici, on a la période réfractaire ventriculaire. Au début, on a une période réfractaire, on appelle le blanking, où le pacemaker ne voit rien, il est aveugle, donc il ne va même pas détecter ce signal. Après, on a cette période, c'est une période réfractaire relative
Si un signal il est détecté ici, il va pas changer le fonctionnement du pacemaker, il va pas changer grand-chose, mais ce signal, contrairement au signal qui va être perçu dans le blanking, ce signal, il va être détecté, il va être servi pour les replis, par exemple, si on a des arythmies, par exemple. Donc, euh, donc, l'intérêt d'une période réfractaire est d'éviter des surdétections du stimulus lui-même, par exemple, du QRS stimulé, de l'onde de T, des post-potentiels sur l'électrode ou une combinaison d'un post-potentiel et d'une onde de T. Là, on a les modes asynchrones. Les modes asynchrones, ça veut dire qu'on stimule, on ne détecte pas. Ça veut dire qu'il y a une stimulation simple au double chambre. On n'a pas de détection. Le pacemaker, il est aveugle, donc il stimule avec une fréquence fixe à la fréquence minimale programmée. Donc là, il va stimuler. Après une fréquence minimale programmée, il va encore stimuler. Là, même s'il voit un QRS détecté, il va stimuler au cours après la fin de lower rate interval. Donc, il n'y a pas, c'est une stimulation, c'est pourquoi on l'appelle une stimulation asynchrone. Le seul intervalle à programmer ici, c'est l'intervalle de stimulation. Donc, la dangerosité de cette programmation, c'est qu'on peut avoir une stimulation qui tombe pile sur l'onde de T et peut provoquer des arythmies fatales. Donc là, c'est des modes généralement utilisés juste, c'est des modes qui sont plus utilisés actuellement et peuvent être utilisés dans des cas exceptionnels en cas de programmation en bloc opératoire pour éviter les interférences. Les modes Sentinelle, AAI ou VVI, c'est des modes simple chambre avec une stimulation atriale ou ventriculaire, une détection atriale ou ventriculaire et une inhibition par la détection d'un signal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a une oreillette qui est stimulée, après, on a un ventricule qui est spontané. Là, on a une oreille. Donc, si on n'a pas une oreillette spontanée avant l'intervalle de fréquence de stimulation, avant le lower rate, donc on aura une oreillette on aura une stimulation auriculaire. Donc, ce mode, il est peu utilisé actuellement parce qu'on sait qu'une dysfonction sinusale isolée, fréquemment, il va évoluer avec l'âge à un BAV, à une atteinte d'une AV également. Donc, on aura avec l'âge besoin d'un stimulateur double champ. Donc, ces modes sont peu utilisés à l'instant. Donc, les modes de VVI ils sont particulièrement indiqués chez les patients qu'on ne cherche pas on cherche pas une synchronisation auriculo-ventriculaire. Par exemple, les patients en fibrillation auriculaire permanente, chez qui la détection et la stimulation atriale sont inutiles. Les modes AAT ou VVT, c'est des modes aussi rarement utilisés. Par exemple, le mode VVT, on a une stimulation au niveau ventriculaire, une détection au niveau ventriculaire et un tracking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va voir ici, en cas de bruit, donc par exemple les patients exposés à des fortes interférences extérieures qui inhibent la stimulation. Regardez ici, ici, si on programme le patient en mode VVI au bloc opératoire, la stimulation va être inhibée la détection de signaux interférents. Alors que si on stimule en mode VVT, le stimulateur va réagir différemment et il va réagir en stimulant le ventricule à la fréquence maximale de stimulation. C'est clairement un mode temporaire. Et par exemple, un patient que vous recevez pour des syncopes sur des bruits de sonde, par exemple, on peut programmer ce mode dans l'attente de remplacement de sonde. On peut programmer ce type de mode donc, pour éviter des asystoles. Donc, les modes de double chambre sont les modes DDI, DDD et DO. DO, c'est un mode asynchrone. On a parlé des modes asynchrones. Là,
on va parler surtout des modes DDI et DDD. Donc, on a le mode DDI, on a une double stimulation, ça veut dire qu'on stimule au niveau de l'oreillette et au niveau du ventricule. Et on a une double détection au niveau de l'oreillette et au niveau du ventricule. Et on a une inhibition par les événements détectés. Donc, ça veut dire après stimulation atriale, la stimulation ventriculaire, elle va se produire euh, à la fin de ce délai AV. Donc, s'il n'y a pas d'événement détecté pendant ce délai. Par contre, un événement atrial détecté ne déclenche jamais un délai AV. Donc là, si on a une oreillette qui est détectée, elle ne va pas déclencher un délai AV. Ça, c'est la différence entre le mode DDI et DDD. Donc l'avantage de ce mode, c'est qu'en cas d'arythmie atriale chez un patient BAV complet, l'appareil ne va pas suivre la fréquence atriale, ce qui va éviter l'emballement ventriculaire. C'est un mode de repli. On va parler de repli après. Les modes VDD, on a une détection qui s'effectue dans l'oreillette et dans le ventricule. Mais la stimulation, elle se fait juste dans le ventricule. Ce mode, il fournit une stimulation synchronisée sur l'oreillette détectée. S'il n'y a pas d'événement atrial, la stimulation atriale est de type VVI à la fréquence de base. Donc, ce mode n'est donc pas approprié pour les patients présentant une dysfonction sinusale parce qu'on n'a pas de stimulation atriale possible. Ce mode, il est adapté surtout chez les patients en BAV complet avec une fonction sinusale et une fonction chronotrope normale. Il peut être utile pour les patients BAV congénital qui souhaitent avoir une seule sonde avec un dipôle atrial et un dipôle ventriculaire à la place de deux sondes. Mais il y a beaucoup d'inconvénients avec ce type de mode. Le mode de DD, c'est le mode le plus physiologique, c'est le mode qu'on va utiliser le plus dans la pratique. Donc, c'est un mode avec double stimulation atriale ventriculaire, comme vous le voyez, c'est un D. Le deuxième D, c'est la double détection, ça veut dire une détection au niveau atrial et au niveau ventriculaire. Le troisième D, c'est une double réponse à la détection. Soit, ça veut dire qu'il va inhiber la stimulation en cas de détection d'un signal intrinsèque et en cas de détection d'un signal au niveau de l'oreillette, il va le suivre. Il va synchroniser les deux chambres. Ce mode permet donc d'assurer une synchronisation au repos comme à l'effort sur une activité atriale détectée ou stimulée. Contrairement au DDI qu'on a vu, il ne peut pas synchroniser sur une activité atriale détectée. Ce mode est censé répondre aux caractéristiques présentées par la plupart des patients implantés. Donc, les intervalles, ce mode, il est plus complexe que les modes simple champ. Donc, on va voir qu'il y a 4 cycles de base pour un pacemaker double champ. Donc, premièrement, l'intervalle d'échappement ventriculaire. On a vu ça, le lower rate interval. Les périodes réfractaires ventriculaires. La troisième chose, le délai AV. Et la quatrième, c'est les périodes réfractaires atriales post-ventriculaires. Donc, on voit ici, après chaque onde P détectée, pour les stimulateurs DDD, après chaque onde P détectée, il y aura un délai AV qui est déclenché. Un délai AV, c'est comme le PR dans le CG, donc un délai AV. Durant ce délai AV, donc si on n'a pas de QRS spontané ici, le stimulateur va stimuler à la fin de ce délai AV. On voit ici qu'après un délai AV, il n'y avait pas de QRS, donc le stimulateur, il a stimulé. Donc là, par contre, après un délai AV, le stimulateur, il a vu qu'il y avait une activité spontanée au niveau du canal ventriculaire, donc il va inhiber la stimulation, et on n'aura pas de stimulation ventriculaire. Après une onde P stimulée, c'est un peu plus compliqué. Donc là, après une onde P stimulée, on va déclencher 3 périodes, généralement 3 périodes. Le blanking. Le blanking, c'est la première période de ce réfractaire. C'est blanking, c'est la première, c'est la première période réfractaire. Là, le pacemaker, il est aveugle. S'il voit un signal ici, il va pas prendre compte de ce signal. Là, après, on a cet intervalle qui s'appelle le ventriculaire safety pacing. Cet intervalle, il sert à quoi?
Si on a un signal qui est détecté durant cet intervalle, le stimulateur va stimuler à la fin de cet intervalle. On va voir pourquoi. Euh, et bien sûr, le délai AV programme. Donc, ce blanking, donc, qu'on a parlé de blanking, où le pacemaker, où le pacemaker il est aveugle, donc cette première période où le pacemaker est aveugle, donc si là, par exemple, on a programmé un blanking qui est court, un blanking très court, c'est ça, on va voir l'inconvénient. Donc, si on programme un blanking court et on a une détection d'un signal ici au niveau de ce blanking, au niveau du canal ventriculaire, si on détecte un signal, on aura une inhibition de la stimulation au niveau ventriculaire. Et donc, on n'aura pas de stimulation ventriculaire. Là encore, on a une stimulation au niveau de l'oreillette qui est détectée au niveau du canal ventriculaire. Et donc, automatiquement, le ventricule ne va pas stimuler. Et donc, on aura une asystolie. On aura beaucoup d'ondes P, mais sans ventricule. C'est le, c'est, c'est le danger de programmer des blankings très courts. Donc, le danger, c'est une asystolie. Par contre, si on programme un blanking qui est lent, donc là on détecte, le stimulateur n'a pas vu cette extrasystole qui survient juste après l'onde P. On sait que l'extrasystole ventriculaire peut survenir en concomitante avec une onde P. Donc là, on a une ESV qui est détectée en même temps que l'onde P stimulée. Donc là, cet ESV, il va rentrer dans ce blanking qu'on a programmé ici lent par rapport au exemple précédent. Donc là, il va tomber sur ce blanking. Il ne va pas être vu par le pacemaker. Et c'est ça le danger. Après un délai AV, il va stimuler et cette stimulation va tomber pile sur l'onde de T. Et cette stimulation peut être dangereuse et peut causer des arythmies fatales. Donc, qu'on voit en général ce blanking à quoi sert. Donc, ce blanking est très important à bien programmer. Donc, il ne faut pas le programmer très court, il ne faut pas le programmer très long. Il faut programmer généralement 40 millisecondes à 60 millisecondes en général. Et c'est standard pour toutes les programmes, pour tous les appareils. On a parlé de la fenêtre de sécurité. C'est là où vient l'intérêt de cette fenêtre de sécurité ou le ventricular safety pacing. Donc là, on voit ici, si on ne programme pas cette fenêtre de sécurité, on a vu le risque. C'est une stimulation qui tombe pile dans le T. Si on a un blanking, non. Mais par contre, ici, on a stimulé, on a programmé une fenêtre de sécurité. Donc là, sur cette fenêtre de sécurité, on a cette ESV qui va être détectée sur cette fenêtre de sécurité et on aura une stimulation qui vient juste, pas à la fin du délai AB, mais à la fin de cet intervalle qu'on appelle ventricular safety pacing. Et donc, cette stimulation, elle sert à éviter cette stimulation qui tombe sur l'onde de T et donc qui est dangereuse. Et là, on va avoir une stimulation qui tombe dans la période réfractaire et qui ne doit pas avoir du danger. Donc là, on voit l'intérêt de programmation de fenêtres de sécurité. On a beaucoup beaucoup de constructeurs actuellement qui programment, qui avec des pacemakers qu'on peut programmer cette fenêtre de sécurité facilement. Donc, par exemple, les programmateurs Medtronic. Sur le CG, il y a une trace, il y a une signature de ce ventricular safety pacing. Si on voit une oreillette qui est, qui est, qui est stimulée, après on voit une stimulation ventriculaire qui survient après un délai AV très court. Là, c'est sûrement une simulation à la fin du ventricular safety pacing. Là, c'est sûrement qu'on a une surdétection du signal atrial au niveau du canal ventriculaire. Donc là, c'est une signature surtout de Medtronic, ce type de CJ. Euh, Passons par la suite aux périodes réfractaires ventriculaires. Là, on a vu on a vu les périodes réfractaires auriculaires. Là, on va passer aux périodes réfractaires ventriculaires. Donc là, après chaque ventricule, donc spontané ou stimulé, on a un blanking atrial post-ventriculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une oreillette qui est détectée au cours de cette période
Donc, une oreillette détectée, par exemple, une oreillette rétrograde, une stimulation ventriculaire qui va déclencher une oreillette rétrograde ne va pas être détectée s'il survient durant cette période de blanking. Il ne va pas être détecté, il ne va pas être vu. Donc, le pacemaker, on sait que durant le blanking, il est aveugle. Mais si elle est détectée durant le PVARP, c'est la période réfractaire atriale post-ventriculaire, c'est un peu compliqué de, à citer. Donc, si on a une oreillette qui est détectée durant cette période, elle va elle va être vue par le pacemaker, mais contrairement au blanking, elle, et- mais, euh, comme le blanking, il va pas changer le mode de fonctionnement du pacemaker. Donc, il va pas être suivi par un QRS. Donc, la différence entre ce blanking et la PVAP, on a parlé. Donc, on va voir ici. Donc, la période réfractaire atriale. Donc, pardon. Donc là, on va voir l'intérêt de cette PIVAR. Donc, si on programme une PIVAR courte, c'est une période réfractaire atriale post-ventriculaire. Si on programme une PIVAR courte, donc on aura une paix rétrograde qui tombe durant cette PIVAR. Donc, il ne va pas être suivi. Mais par contre, ici, si on a une oreillette, une paix rétrograde qui survient après cette période réfractaire. Donc là, on aura une paix rétrograde qui va être suivie par un QRS stimulé. Donc, encore là, on a un P rétrograde qui sort de cette période réfractaire et qui va être suivi par un ventricule stimulé. Donc là, quand on va, c'est, donc là, on va avoir une tachycardie par réentrée électronique. Donc, c'est une séquence de VPAS, on parle de séquence de VPAS, c'est une tachycardie par réentrée électronique. Et c'est ça l'intérêt majeur de programmer cette PIVAR. Donc, c'est de ne pas tomber dans ce type de tachycardie qui peuvent être très symptomatiques. Pour on a parlé du PIVAR, on va parler du blanking aussi. L'intérêt du blanking atrial post-ventriculaire. Ce blanking, donc là, on a une oreillette qui est détectée. Cette oreillette, elle est détectée durant le PIVAR. Donc, durant le PIVAR. Mais elle sort du blanking. Donc, le pacemaker, il va voir cette oreillette. Il va voir cette oreillette, donc il va prendre en considération cette oreillette pour le mode repli. Donc ce blanking, il permet donc ce blanquet, s'il est mal programmé, par exemple ici, on a un far field. Cette oreillette, c'est pas une oreillette spontanée, c'est juste un far field de la stimulation ventriculaire. Donc la stimulation ventriculaire va être détectée par le canal auriculaire et donc on va avoir une ascens et une deuxième ascens. Donc on aura à chaque cycle deux oreillettes et un ventricule. Donc là, là, c'est la malprogrammation du sublinking qui va être susceptible de compromettre euh, certains algorithmes, certains algorithmes comme l'algorithme de repli. Donc, c'est l'exemple de ce trace. Donc, la commutation, donc, on va parler ici de repli sur les arythmies atriales. Il faut savoir que c'est quoi la commutation de mode? Donc, c'est la capacité de stimulateur à commuter automatiquement d'un mode de suivi, on a dit qu'un mode synchrone vers un mode sans suivi atrial. Donc, euh, la fréquence de stimulation ventriculaire, elle va passer progressivement en fonction de constructeur de la fréquence synchrone à la fréquence asservie. Donc, lorsque la tachyarrhythmie se termine, cette commutation va renvoyer en mode de stimulation synchrone programmée. On va voir ça. Donc, par exemple, ici, on a ici le début d'une arythmie atriale. Donc là, on a le début d'une arythmie atriale avec une accélération du rythme, euh, du rythme ventriculaire stimulé. Donc, le critère de démarrage brutal de TA, FA, ici, il est rempli. Donc, on a plus d'oreillettes que de ventricules. Donc, le simulateur, il va passer en mode asynchrone, mode switch. On dit mode switch. Il va passer en mode repli. Donc, il va passer en mode DDI. Donc, ce passage en mode DDI, il est progressif. On va voir ici, il est progressif. On ne va pas passer d'une fréquence à 120, par exemple, à 60.
brutalement. On va passer d'un mode, le mode switch, il va pas, il va diminuer la fréquence progressivement. Donc, pour éviter une chute brutale de la fréquence. Donc, on va signer la fin de l'arythmie. Le pacemaker, il a signé la fin de l'arythmie. Donc, il va retourner en mode programmé, en mode programmé. Donc, c'est le DDD, on a programmé on est programmé au mode DDD. Donc là, quand il a vu qu'il y a une arythmie atriale, qu'il y a une accélération artérielle, le pacemaker il a suspecté qu'il y a une arythmie atriale, il va switcher de mode vers un mode asynchrone. Un mode asynchrone, mais mais avec une diminution de fréquence progressive. Lorsqu'il va voir que l'arythmie elle est terminée, il va retourner en mode programmé, c'est le mode DDD. Donc, on a vu, on a conclu dans les diapositives précédents que les événements survenus dans le blanking atrial post-ventriculaire, ils ne sont pas détectés par le pacemaker. Par exemple, par contre, un événement qui est détecté durant cette période, qu'on appelle la PIVAR, il est détecté par l'appareil, mais il ne relance jamais un délai AV, donc il ne va pas être synchronisé. Donc, on comprend bien qu'un délai AV court qu'un délai pivot court peut avoir comme conséquence l'induction de ce type de tachycardie qu'on a expliqué. Donc, l'entretien de ces TRE, il va résulter de la détection à chaque fois d'une onde pérétrograde hors de cette période. Euh, donc, on conclut que cette TRE il est une séquence de répétitifs dans laquelle le stimulateur réagit à chaque pérétrograde en stimulant le ventricule à une fréquence élevée qui, à son tour, génère encore une onde pérétrograde. Et c'est une séquence qui ne va pas s'arrêter et rarement qui va s'arrêter spontanément. Euh, le démarrage de cette TRE, il suppose donc la présence d'une conduction rétrograde. Si on n'a pas une conduction rétrograde, on n'aura pas la présence de TRE. Donc, il n'y a pas, on va dire qu'il n'y a pas intérêt de programmer cette période réfractaire. Donc, par exemple, dans les BAV congénitaux, il y a pas de conduction rétrograde en général. Donc, l'intérêt de cette PIVAR, il n'est pas considéré dans ce type de BAV. On voit ici, par exemple, un exemple de déclenchement de TRE, un exemple de cause fréquente de déclenchement de TRE. Donc là, après une ESV, on a une pérétrograde qui sort de cette période. Cette période pérétrograde, on est programmé dans un mode DDD, donc il va être suivi par un ventricule stimulé. Encore une pérétrograde qui survient en dehors de cette période réfractaire, il va être suivi par une stimulation ventriculaire et rebelote. Mais on va voir ici, c'est la même extrasystole, mais là, on a programmé une PIVAR qui est longue. Donc, cette pérétrograde, il va être détecté durant cette période. Il ne va pas être traqué par le ventricule. Et donc, il va avoir, il va y avoir un arrêt une arrêt un- de TRE. Il ne va pas y avoir un TRE à la base. Donc là, quand on parle des intervalles, on doit parler aussi de fréquence maximale synchrone. Donc chez un patient BAV complet, lorsqu'il fait un effort, la fréquence sinusale elle va rester en dessous de la fréquence maximale programmée. Donc chaque onde P est suivie d'une stimulation ventriculaire en fin de délai AV. Mais lorsque la fréquence sinusale s'accélère et dépasse la fréquence maximale programmée par le pacemaker, une stimulation ventriculaire en fin de délai AV elle est impossible. Donc, par exemple, ici le pacemaker est d'une accélération de fréquence. Donc là, on a une oreillette spontanée. On va avoir un allongement progressif du délai AV. C'est comme le Wickenberg qu'on connaît physiologique au niveau de l'ECG. Donc, on aura un allongement progressif du délai AV jusqu'à une onde A bloquée. Hein. Et puis, là, une P avec un allongement PR du délai AV ici au pacemaker jusqu'à une onde P bloquée. Donc là, c'est le premier comportement du pacemaker face à une accélération de fréquence par rapport à la fréquence maximale qu'on a programmée. Après,
quand la fréquence va dépasser cette fréquence, on aura un passage en mode en point de 2 pour 1. Ça veut dire qu'une oreillette sur deux va être bloquée et donc on aura l'équivalent d'un BAV 2 pour 1. Donc là, c'est un exemple. Là, on a une oreillette spontanée qui est suivie par un ventricule stimulé. Là, une oreillette spontanée qui est suivie par un ventricule stimulé. Là, après un effort intense, on a l'accélération des oreillettes. Donc, on aura une onde P qui tombe dans le pivot et on aura une onde P sur 2 qui tombe dans le pivot et on aura un BAV 2 pour 1. Et là, c'est l'intérêt de raccourcir le délai AV et donc avoir une autre P qui va être repoussée dans le cycle suivant et raccourcir le délai, ce pivot. Donc, on voit ici encore, on retourne toujours à ce pivot. On a parlé de pivot de la TRE. Là, c'est l'intérêt de la programmation de pivot donc, pour éviter ces phénomènes lors de l'effort. Donc, en plus de la programmation chez les jeunes avec sans dysfonction sinusale, en plus de la programmation d'une fréquence maximale synchrone qui est élevée, on doit programmer aussi des pivards et des délais AV qui vont s'adapter au cours de l'effort, qui vont se raccourcir au cours de l'effort et et dans la plupart des marques actuellement sur le marché, ils, 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 ils- ils- ils font ça systématiquement sur leur programmateur. Donc, pour les patients jeunes, on a dit qu'il faut programmer une fréquence assez haute. Donc, et et on a vu les intérêts de raccourcissement. Donc, en plus de délai AV, il faut savoir que et il faut savoir qu'il faut rechercher, il faut privilégier le rythme sinusal, surtout chez les patients avec BAV paroxystique. Donc, on a ce type de recherche, on a ce mode de recherche d'activation spontanée qu'on peut activer sur la plupart des pacemakers. C'est la recherche d'hystérésis, hystérésis d'AV et hystérésis de fréquence. Donc, hystérésis de fréquence pour les pacemakers monochambres et stérésis de conduction AV pour les doubles chambres. On va voir ça. Donc, d'abord, dans les stimulateurs monochambres, donc, on a ce qu'on appelle hystérésis de fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si là, on a un ventricule stimulé. Donc, là, on a un deuxième ventricule stimulé après le lower rate interval. Là, on a l'avènement d'un ventricule spontané. Quand on a un ventricule spontané et on a programmé cet hystérésis de fréquence, il peut allonger ce lower rate interval. Là, on va l'appeler escape interval. Si on a, si on a un ventricule spontané, il va laisser cet escape interval à cette fréquence. Si on n'a pas de ventricule spontané pendant cet escape interval, il va stimuler à la fin de ce délai et retourner au premier lower rate interval. Donc, euh, donc si on n'a pas, donc c'est l'intérêt de ce hystérésis, donc de privilégier la conduction spontanée en cas, par exemple, de BAV paroxystique. Surtout il y a beaucoup de patients qui font des BAV paroxystiques. On peut programmer ce type de programmation pour privilégier la conduction spontanée. Pour les simulateurs double chambre, c'est pas un hystérésis de fréquence, mais c'est plutôt un hystérésis du délai AV. Donc là, on va voir. On va voir ça. Donc, après chaque onde P stimulée, on a une oreillette, on a un ventricule stimulé. Une oreillette stimulée, ventricule stimulé, oreillette stimulée, ventricule stimulé. Là, le pacemaker, il va allonger son délai AV pendant un seul cycle. Donc, il va voir s'il y a une conduction spontanée. S'il n'y a pas de conduction spontanée, s'il y a une conduction spontanée, là, on a un ventricule spontané après allongement du délai AV. Donc,
il va laisser ce délai AV prolongé pendant quelques cycles. Donc, il va laisser cette programmation pendant quelques cycles. Si, par exemple, si par contre, après l'allongement du délai AV, il n'y a pas de ventricule spontané, il va retourner à la programmation initiale. Donc là, on va parler juste des modes de stimulation spécifiques, juste un petit mot. Donc, on sait qu'il y a une littérature riche permettant de démontrer l'effet délétère de stimulation ventriculaire droite prolongée. Donc, on a parlé pour réduire la stimulation ventriculaire, on a parlé de l'hystérésis, on a parlé de délai AV, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a aussi et là, on va parler d'algorithmes plutôt que de délais. Donc, par exemple, le Biotronic, il a développé un algorithme il y a très longtemps appelé algorithme de VP suppression. Donc, le simulateur, il fonctionne en mode AAI. Il va commuter en mode DDD si la conduction AV il est altérée. Donc, par exemple, ici, le pacemaker, il est programmé en mode AAI. Il va commuter en mode DDD si présence de deux ondes de P bloquées ou 2 secondes sans ventricule spontané ou présence de BAV premier degré supérieur à 450 millisecondes sur minimum de cycles. Euh, donc là, le critère de communication en mode AAI et DDD. Lorsqu'il va être en mode DDD, il va rechercher la présence d'un rythme propre tous les 30 secondes, puis il va espacer cette recherche progressivement en l'absence de conduction AV. Pour cela, le stimulateur va allonger son délai AV à une valeur ici, il va à une valeur de 450 millisecondes pendant 8 cycles. Pendant 8 cycles. Donc, il doit y avoir un ventricule spontané sur au moins 6 de ces 8 cycles. Donc, il peut pas y avoir une onde P bloquée. Donc, s'il y a une onde P bloquée pendant cette phase de recherche, il va recommuter en mode DDD. On arrive maintenant à l'asservissement de fréquence. Donc, cette fonction d'asservissement est un comportement dynamique de l'intervalle de stimulation afin d'adapter la fréquence de base en fonction de l'effort. Donc, l'objectif c'est assurer une augmentation de fréquence la plus physiologique possible et mimer la physiologie normale des patients. Donc, comme vous pouvez le voir sur le diapositive, les patients avec insuffisance chronotrope n'arrivent pas à adapter leur fréquence cardiaque parallèlement à l'effort et donc aux besoins métaboliques. Donc, par exemple, ici, si on programme un malade programmé en mode VVI, on a beaucoup d'oreillettes bloquées, et donc c'est l'intérêt de programmer cet asservissement de fréquence, surtout chez les patients en insuffisance chronotropique. Donc, comment le pacemaker détecte ce besoin d'accélérer le rythme? Donc, le pacemaker détecte des vibrations qui traduisent une accélération du rythme cardiaque grâce à multiples récepteurs, mais cela peut être impacté par des artefacts. D'où l'intérêt il va combiner plusieurs critères physiologiques ou des critères mécaniques. En effet, ces stimulateurs cardiaques modernes sont dotés de plusieurs capteurs qui permettent d'enregistrer l'activité métabolique grâce aux variations de l'impédance thoracique, par exemple, le changement de l'intervalle QT à l'effort, ou l'accélération et l'accélération de la fréquence de stimulation en réponse. Donc, en gros, on a un sensor qui détecte l'activité et qui la traite grâce à des algorithmes spécifiques adaptés par le médecin et traiter ensuite une logique particulière selon les constructeurs. Donc, les 4 paramètres en général à régler, c'est les seuils, la pente, le temps de réponse et le temps de récupération. Donc, là, c'est le seuil, la pente, le temps de réponse et le temps de récupération. Donc, euh, là, on va juste faire quelques généralités il y aura beaucoup de cours sur le CRT, sur la programmation de défibrillateurs. Donc, on va juste voir quelques généralités pour voir l'intérêt de ces intervalles. Donc, par exemple, pour la programmation d'un pacemaker triple chambre, il faut ça,
tout d'abord pour la fréquence minimale et les modes de stimulation. Donc, généralement, il faut savoir que l'oreillette gauche, elle est la seule cavité non stimulable lors de resynchronisation biventriculaire. Donc là, sauf s'il y a un patient qui a une dysfonction sinusale. Donc, il faut savoir qu'une fréquence de base, qu'il faut privilégier une fréquence de base qui doit être programmée de façon à réduire au maximum le pourcentage de stimulation atriale. On veut pas de stimulation atriale lors d'une stimulation triple champ. Donc, ce qui va permettre une activation atriale physiologique et permet également de réduire la consommation et de préserver la batterie. En ce qui concerne les modes pour la resynchronisation, généralement, on programme des modes DDD en cas de dysfonction sinusale avec asservissement de fréquence. Et VDD ou DDD, c'est pas de dysfonction sinusale. Donc, euh, actuellement, Ac- Actuellement, pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur la fréquence minimale qu'on doit programmer. Tout au plus, il semble qu'une fréquence autour de 60 battements soit associée à un meilleur débit cardiaque sans augmentation de la consommation myocardique en oxygène et qu'une fréquence à 40 battements par minute. De même, une fréquence de repos trop élevée est probablement à éviter lors d'une resynchronisation. Pour la fréquence maximale synchrone, il faut savoir que il doit être programmé supérieur à la fréquence sinusale maximale. On a parlé de ça. Hein. Donc, il doit être programmé, et surtout pour les resynchrones. Car en cas de resynchronisation, on cherche généralement, il faut savoir que le principe de resynchronisation, c'est chercher une stimulation biventriculaire permanente. Et c'est le contraire de ce qu'on cherche quand on impulse un pacemaker pour un BAV. Donc là, si on programme une fréquence maximale synchrone qui n'est pas adaptée à l'effort du malade, on aura des oreillettes qui tombent dans cette période réfractaire à l'effort. Donc on n'aura pas de tracking ventriculaire et donc on aura une perte de cette stimulation biventriculaire qui est primordiale pour la resynchronisation. Et c'est pas ce qu'on cherche quand on met un pacemaker triple chambre. On va toucher. Donc, après, il faut savoir que que l'insuffisance chronotrope, elle est fréquente. Fréquente chez les patients en insuffisance cardiaque, soit parce qu'ils ont une insuffisance chronotrope intrinsèque, soit elle est induite par les bêta-bloquants. Donc, un asservissement de fréquence à l'effort, il est bénéfique pour les patients qui vont avoir un pacemaker triple champ pour une resynchronisation. Et donc, généralement, chez les patients, chez les patients resynchronisés, on programme des modes DDDR, euh, DDDR donc, et chez les patients présentant une accélération sinusale normale, donc cette programmation, elle est parfaite. Euh, pour la détection atriale et ventriculaire, il faut savoir que la polarité de détection elle doit être programmée en bipolaire dans l'oreillette. Donc, et aussi au niveau ventriculaire. C'est comme pour le pacemaker. L'objectif ici, c'est éviter une surdétection ventriculaire qui va inhiber la stimulation ventriculaire. Et donc, automatiquement, on comprend que si on inhibe la stimulation ventriculaire, on aura une perte de la stimulation ventriculaire. Et pour la détection atriale, on va éviter plutôt une sous-détection atriale qui va également aboutir à une perte de la stimulation biventriculaire parce que si on a une oreillette qui n'est pas détectée, on n'aura pas une stimulation ventriculaire qui va la suivre, donc on va avoir une perte de la stimulation. Donc là, on voit ici juste un exemple pour voir, chez un patient resynchronisé, donc pour voir la perte de stimulation après une surdétection ici de l'ONT. C'est un exemple de perte de resynchron après une surdétection de l'ONT. Donc là, on voit si le pacemaker il surdétecte cette ONT, on aura une lente P suivante qui va tomber sur la période réfractaire. Donc, si elle tombe sur la période réfractaire, automatiquement, euh, automatiquement après un délai AV, on aura la survenue d'un ventricule spontané. Là, parce que
généralement, on implante les pacemakers triple chambre chez les patients qui n'ont pas de BAV complet. Donc là, si on stimule, si le QRS n'est pas stimulé, automatiquement, on va avoir un QRS spontané parce que les patients de base, ils n'ont pas de BAV. Donc, et là, cet ECG, il illustre juste l'intérêt de programmer une bonne détection ventriculaire, des bons paramètres de détection, parce que là, par exemple, si on détecte l'onde de T, on va avoir une onde P qui tombe sur cette onde T qui va être suivie par un QRS spontané. Et, va être, et cette séquence va être répétée et donc on aura une perte de stimulation et c'est ce qu'on ne veut pas dans un dispositif de resynchronisation. Euh, Là, on a un autre diapositive intéressant que j'ai pris du livre de Barold. On comprend bien que la compréhension des intervalles, elle est très importante et primordiale pour comprendre le mécanisme de perte de resynchronisation chez un patient porteur de pacemaker triple chambre. Là, on voit en haut qu'après une simple extrasystole ventriculaire, chose qu'on peut avoir chez ces patients particulièrement implantés pour des pacemakers triple champ qui ont des cardiomyopathies dilatées, ischémiques. Donc, après une simple extrasystole, cette oreillette détectée durant le PVAR, il va, avec, il va, on va voir après un délai avec, qu'on aura un ventricule spontané. Il ne va pas être traqué parce que, comme on a vu, il est détecté dans cette période réfractaire, mais on aura un ventricule spontané qui va inhiber la stimulation et on aura encore une oreillette ici qui va tomber sur cette période réfractaire et ça va se répéter et on aura une perte de stimulation. Là, on a deux ventricules stimulés. Après une ESV, on a plus de, de stimulation biventriculaire, une perte totale de stimulation biventriculaire et c'est pas ce qu'on veut quand on resynchronise un malade. On veut une stimulation permanente pour une meilleure hémodynamique. Des solutions, oui, il existe des solutions. Par exemple, on a vu donc que des séquences répétitives ARVS avec perte de stimulation peuvent survenir quand la PVAR est programmée longue et le PR du patient est allongé. À la suite, par exemple, de cette ESV qu'on a vu qu'on a vu. Et pour pallier à ce problème, beaucoup d'algorithmes ils sont proposés actuellement. Par exemple, ici, ces algorithmes vont être détaillés dans les chapitres précédents, juste pour expliquer, pardon, juste pour expliquer, par exemple, ici, l'algorithme de Medtronic avec une fonction qui est appelée reprise du synchronisme atrial. Le device, après plusieurs ARVS, il va suspecter qu'on a une perte une perte de resynchronisation. Il va allonger, il va il va raccourcir ce délai, ce pivot, et donc on a cette oreillette qui va être détectée en dehors de ce pivot, et on va restaurer la stimulation biventriculaire. Donc on a beaucoup d'algorithmes là qui vont détecter cette perte de resynchronisation, mais c'est toujours pas suffisant. C'est l'intérêt de la programmation par le médecin, une bonne programmation pour éviter ce type de problème. Ici, on a un algorithme qui va marcher une fois, mais plusieurs fois, il ne va pas marcher si on a d'autres causes de perte de resynchronisation. Pour le mode repli en cas de malade avec un pacemaker triple chambre, on sait que les patients avec insuffisance cardiaque, cardiomyopathie dilatée, cardiomyopathie ischémique, ils sont très à risque de faire de la fibrillation auriculaire. Donc, ce mode, il est à programmer systématiquement chez ce type de patient parce que sûrement, ils vont passer un jour ou l'autre en fibrillation auriculaire. Cette fibrillation auriculaire, elle va aboutir à une perte. C'est une des causes de perte de resynchronisation et c'est l'intérêt de programmer ce mode de repli, mode
commutation de mode chez tous les patients resynchronisés. D'autres modes qu'on doit éviter, on va parler ça durant les prochains cours, et ils vont être consacrés à ça. Par exemple, l'hystérésis, on a parlé tout à l'heure de l'hystérésis de délai à veille. Cette hystérésis, il ne sert absolument à rien chez un patient resynchronisé, par exemple. Donc, parce que cet hystérésis, il doit être au contraire un hystérésis négatif parce qu'on cherche une stimulation, on ne cherche pas à trouver une conduction, à chercher la conduction avec. Donc, la programmation d'un patient resynchronisé. Donc, en conclusion, la programmation d'un patient resynchronisé, la programmation d'un patient qui a un pacemaker, la programmation d'un patient qui a un défibrillateur, même la programmation des nouveaux stimulateurs cardiaques, comme les pacemakers, comme les stimulations de la branche gauche, les nouveaux pacemakers euh, sans sonde, tous ces, tous ces, tous ces, ces devices, ils diffèrent pour la programmation. Donc, le médecin doit adapter sa programmation à chaque device, à chaque patient. Et merci pour votre attention.